Le Mali, c'est le sujet dont on parle tout de suite. Le premier tour de la présidentielle est prévu pour le 27 février 2022. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Abdoulaye Maïga. C'était lors d'un point de presse co-animé avec le porte-parole du gouvernement de transition. Selon M. Maïga, le processus électoral va débuter le 31 octobre prochain avec le scrutin référendaire. Les conseillers des collectivités, eux, seront élus le 26 décembre et la présidentielle, couplée avec les législatives. Le premier tour est prévu donc pour le 27 février 2022. Finalement, Credo, ça montre quand même qu'au niveau du Mali, les autorités font tout pour rester dans le calendrier de la CEDEAO. Oui, non seulement ils font tout pour être dans le calendrier de la CEDEAO, mais ils sont solidement accompagnés par la CEDEAO. Parce que la semaine dernière, l'ancien président du Nigeria, Goodluck, était parti encore pour faire le suivi. Donc c'est à l'issue de ça, toutes les concertations ont été faites et d'un commun accord, les dates, disons l'agenda et des élections a été, disons, élaboré et adopté par les partis par les parties prenantes. Donc il faut dire que cet accompagnement de la CEDEAO est d'une importance capitale pour le Mali, parce que si nous considérons encore les conditions même du départ de Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir, donc on doit s'interroger, parce que rien ne donnait, disons, cette transition pacifique jusqu'à ce jour, mais avec la volonté de la classe politique malienne, on voit que les jalons sont en train d'être posés. Maintenant, il y a une série d'élections, mais la plus importante, c'est l'élection présidentielle du 27 février 2022. Donc, c'est dans moins d'un an. Donc, il va falloir que toute la classe politique malienne s'y mette pour offrir des élections assez apaisées pour le peuple malien. Et là, ça permettra également de céder le pouvoir à des civils, parce que c'est une question cruciale aussi, même si il y a disons, des idées ou bien des intentions qu'on prêterait aux actuels dirigeants qu'ils sont déjà moulus ou bien qu'ils ne voudraient pas partir, mais il va falloir que ces élections aient lieu et qu'il y ait une véritable compétition entre les acteurs politiques et qu'un président, que celui qui sera élu le 27 février 2022, soit reconnu par le peuple malien et tout entier. Alors, on s'était posé beaucoup de questions lorsque Ibeka a quitté le pouvoir et que le calendrier avait été fixé, transition pas plus de 18 mois. Est-ce qu'on pourrait tout faire, régler toutes les situations à régler avant d'aller aux élections? Finalement, on connaît la date 27 février 2022, ça veut dire que tout sera prêt ou on suit juste un calendrier? Non, je crois que pour l'heure, on va quand même accorder le bénéfice de doute à ceux qui sont quand même à la tête de la transition. Vous savez que c'est un général qui est à la tête de la transition et que dans l'armée, c'est la discipline. Donc, on espère qu'ils vont du moins se respecter le calendrier. Mais lorsque je regarde un peu dans le rétroviseur avec quelques années donc d'écart, si je vois ce que le général Salif Djibo a fait donc au Niger, je me dis que au niveau donc du Mali, ça va marcher, parce que les périodes assez difficiles sont quand même derrière nous, où l'armée qui a quand même fait donc le coup d'État, le putsch, voulait quand même s'octroyer tous les droits exorbitants, donc en prenant du moins les gros portefeuilles, mais la CEDEAO qui a vite fait donc de les caser un peu, hein, donc de les pousser quelque peu vers la sortie. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, et puis bien aidé par la communauté, cette communauté qu'est la CEDEAO. Je crois que pour l'instant, il n'y a rien qui puisse empêcher à ce qu'ils puissent quand même tenir ce calendrier. Mais ceux qui risquent donc de passer à côté de la plaque, c'est peut-être l'opposition qui aujourd'hui, ceux qui étaient donc à la tête donc du MO5 qui n'arrivent plus, hein, donc à accorder leur violon entre eux et l'imam Djibo. Aujourd'hui, c'est l'imam Diko. L'imam Diko aujourd'hui, disons tout simplement les choses, c'est que
le pont s'est affaissé et puis le courant ne passe plus tellement entre eux. Généralement, c'est ce que nous voyons en Afrique, c'est que les gens poussent donc les régimes qui sont quelque peu autocratiques vers la porte, mais quand ils se retrouvent donc face à la situation, ils peinent donc à s'accorder, ils peinent donc à avoir les premières réflexes, ne serait-ce que pour s'adapter à la situation. C'est ce que nous voyons. Ils risquent donc, et ils sont quand même les précurseurs de cette situation, mais ils risquent finalement d'être du moins d'être laissés sur le carreau. Et c'est quelqu'un d'autre, peut-être un ovni, qui viendra prendre du moins la présidentielle. Mais pour l'instant, je crois que il n'y a pas tellement d'anécroche, il n'y a pas de problème en ce qui concerne le calendrier. On verra du moins les premières élections. Je crois que ça va être en octobre, c'est ça, non? Oui, on verra dans donc le référendum. Et puis, bon, on suivra la présidentielle. Et si, d'aventure, d'ici là, il n'y a pas une situation où il n'y a pas des impondérables qui puissent quand même fausser ce calendrier-là. Ce qui pose, en tout cas, ce qui permet aujourd'hui de s'interroger sur la tenue justement de ce calendrier, parce que d'ici le 27 février, on en a peut-être pour 8-9 mois. Il y a plein de choses à faire, mais il y a aussi une grogne sociale qui est là aujourd'hui, qu'on n'a jamais réussi à résoudre. Il y a la situation sécuritaire du Mali aussi qu'on connaît. Dans ce contexte-là, tenir des élections en février prochain, on court après juste un calendrier. Est-ce qu'on a les moyens, la maîtrise de la situation pour aller à des élections? Je dirais que le problème malien aujourd'hui est un tout. Le problème malien est politique, le problème malien est sécuritaire, le problème malien est également diplomatie internationale. Donc ces trois paramètres doivent être pris en compte par les autorités actuelles du Mali et la communauté internationale qui les accompagne. Et parlant de la communauté internationale, ce n'est pas uniquement la CEDEAO qui est, disons, l'entité régionale, mais il y a également les puissances étrangères. Donc les puissances étrangères aussi devront participer, disons, à amorcer une stabilité sécuritaire du côté du Mali. Il nous en souvient également que les dernières élections qui ont eu lieu au Mali, ce ne sont pas dans toutes les villes que les élections ont été tenues. Donc au nord du Mali, donc il faut être courageux pour y aller. Donc pour aller parler élections dans certaines régions du Mali. Donc ça sera encore disons le cas. Donc toutes les régions du Mali ne pourront pas voir les élections se dérouler dans leur fief. Mais la majorité des régions du Mali va accueillir les élections. Maintenant, le problème politique, c'est l'engagement, la volonté des politiques maliens qui va déterminer, disons, la concrétisation de cet agenda électoral. Parce que l'impératif aujourd'hui pour les autorités de transition, c'est rapidement aboutir à des élections. Donc c'est pourquoi ils ont déroulé cet agenda-là. Et vous avez vu que cet agenda-là a pris une forme, c'est-à-dire on part de la base. Donc on pose les réels jalons et on termine avec la présidentielle. Donc ils ne se sont pas jetés pour organiser la présidentielle dans un premier temps. Et c'est une façon de dire également que la démocratie part toujours de la base. Donc, il faudrait responsabiliser chaque acteur politique ou bien de la société afin que les élections puissent se tenir. Donc, on ne parlera pas... Qu'est-ce qu'on fait du contexte social? Non, le contexte social, c'est une obligation, c'est un impératif aujourd'hui pour les autorités de transition à commencer par trouver des approches de solutions. Donc, on ne dira pas qu'ils arriveront à 100% à résorber tous les problèmes de société. Et le climat social est assez vif, c'est assez délétère aujourd'hui, mais il faudrait qu'ils posent des jalons, qu'ils donnent des signaux qui puissent rassurer. Maintenant, les nouvelles autorités qui vont venir avec la présidentielle du 27 février prochain, donc sauront également continuer, disons, cette manœuvre. Mais il ne faut pas qu'on se leurre. Les autorités maliennes aujourd'hui ne trouveront pas des solutions 100% à tous les problèmes, mais ils essaieront de faire de leur mieux. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un point aussi très important dans l'approche des autorités actuelles du Mali, c'est que
ils ont, disons, cette propension à s'appuyer sur la communauté internationale. Oui. Ça, c'est déjà un pas. Parce que avant même leur reconnaissance, leur entière reconnaissance, donc là, ils ont montré une certaine disponibilité, humilité à suivre les conseils ou bien pour bénéficier de cet accompagnement-là. Et vous avez vu que une fois qu'ils ont été, disons, installés, donc ils ont continué dans cette dynamique et nous les avons vus parcourir la sous-région, aller vers, disons, les pays partenaires pour essayer de comprendre ou bien d'avoir des conseils sur comment mener la transition. Ça, c'est très important. Et je le disais dans mon premier développement sur ce sujet, ce n'est pas fortuit le déplacement de l'ancien président nigérien la semaine dernière du côté de Bamako. Et je dis, sa présence là-bas, c'était non seulement pour faire le suivi, mais sa présence a été également décisive dans l'adoption de cet agenda. Maintenant, une chose est d'adopter l'agenda, une chose est de parvenir à la concrétiser. Et c'est là où je dis, pour concrétiser cet agenda, il va falloir que toutes les forces vives du Mali soient vraiment conscientes de la réalité. Parce que s'ils n'arrivent pas à faire les élections du 27 février prochain, ça sera un autre cycle. Est-ce qu'on ne parlerait pas d'illégalité même des autorités de la transition? Donc c'est une obligation. Les Maliens doivent aller aux élections, mais il faudrait qu'on prépare les élections dans de très bonnes conditions pour que ça ait, disons, l'assentiment de la majorité du peuple malien. Pendant ce temps, le Premier ministre de la Transition, Mokhtar Ouane, a présenté sa démission ce matin même, avant d'être reconduit dans ses fonctions par le président de la Transition, Bandao, qui l'a chargé de former un gouvernement d'ouverture. Il y a pour les autorités de la transition l'impératif j'ai envie de dire, d'apaiser un peu le M5? Oui, ils ont intérêt. Ils ont intérêt, d'autant plus qu'il y a un calendrier qui est fixé. Vous savez, lorsque vous voyez depuis le début de la transition, je me dis que c'est le MO5 qui sort un peu perdant de la situation. Parce que déjà au début, après le push, vous verrez que c'est cette osmose-là, cette union qu'on a vue au tout début donc de leur manifestation. Une fois le putsch fait, et tout le monde donc tirait le drap de son côté. Vous voyez, il y a même au sein donc de ce mouvement, il y avait des gens qui voulaient quand même que les militaires restent au pouvoir pendant 3 ans. Pour la transition, il y avait d'autres qui disaient non, qui parlaient donc de 6 mois et tout, de 60 jours et tout. Donc au sein donc de cette organisation, il y avait plus une certaine entente que nous avions vue lors des manifestations. Aujourd'hui, c'est vrai que on les a un peu créés parce que oui, justement, un politique, il veut aussi, du moins, s'attabler ou prendre part donc au festin et voir ce qu'il en est. Mais une fois qu'ils sont cooptés, peut-être que il y a certains qui manifestaient, du moins, des inquiétudes par rapport donc à la conduite de la transition. C'est peut-être l'occasion de piocher quelques-uns donc pour leur permettre de voir le déroulé donc du calendrier, de voir la manière dont la situation se présente. Maintenant, je voulais peut-être revenir sur parce que tout à l'heure tu peignais donc le climat sécurité dans le pays et tu voulais savoir si réellement si ça peut tenir. Non, je dis que pour la transition, que de l'a dit tout à l'heure, ils n'auront que des approches de solutions. Et le fait que le côté social, le fonds social est dans cette situation, ça devient peut-être du grain à moudre pour les prochains candidats qui vont peut-être récupérer cela pour en faire donc leur campagne présidentielle. Et je crois qu'aujourd'hui, tout y est pour qu'on soit donc dans ce schéma-là. Maintenant, en ce qui concerne donc la situation sécuritaire, je crois que c'est la même chose que nous voyons depuis des années. Et cette situation existait avant que Ibeka ne soit président et Ibeka a organisé des élections législatives. La situation existait. C'est vrai que dans certains contrées donc, du pays, il n'y aura pas du moins d'élection du fait donc de la menace djihadiste et tout. Mais l'essentiel sera fait. Et puis, bon, même si c'est 2 voix, il y aura quelqu'un, il y aura toujours un gagnant.
Donc, c'est tout quand même le bien qu'on souhaite donc, au Mali. Mais bon, en ce qui concerne, du moins, c'est la diplomatie, je vois aussi qu'il y a quelques rififis entre eux et du moins, c'est l'ancien pays colonisateur, c'est notamment la France. C'est un pays qui veut peut-être basculer vers la Russie parce que on a vu que lors des mouvements, ils ont brûlé les drapeaux français où ils demandaient justement à Vladimir Poutine de venir prendre donc, possession des choses, de chasser les djihadistes. Donc, il y a tellement donc, de choses à dire. Moi, je crois que c'est le gouvernement, ou du moins c'est le président qui sera issu donc, des élections donc, de février, qui aura quand même toutes les marges de manœuvre et qui verra qui peut être, du moins, le bon diplomate qui puisse peut-être conduire le Mali sur des chantiers meilleurs. Alors, il y a aussi une autre question qui se pose. On se rappelle aussi comment la CEDEAO a dû batailler pour amener l'armée à lâcher du lest après la prise de pouvoir. Mais l'armée a lâché du lest, mais est restée en embuscade. La vice-présidence, un poste qui est créé de toutes pièces, est tenu par un militaire. Et dans le gouvernement, vous avez d'importants postes, notamment le ministère de la Défense, de l'Intérieur et autres, tenus par l'armée. Est-ce que l'armée est prête aujourd'hui à organiser des élections transparentes, à transférer le pouvoir des autorités civiles? C'est une grande interrogation, mais on ne va pas prêter des intentions aussi aux autorités de l'heure, surtout les hommes en treillis. C'est vrai qu'au début, il y avait eu des spéculations. Est-ce qu'ils avaient cette volonté de céder le pouvoir? Les hésitations, et vous savez, ce sont des officiers qui ne s'y attendaient pas. Donc, ça s'est vite passé et ils ont eu le pouvoir. Donc, il y a eu des gesticulations au début. Mais vous aurez remarqué, lorsque je parlais du tour diplomatique qu'ils ont fait, donc ces officiers se sont éclatés dans certains pays pour aller prendre conseil. Maintenant, prendre conseil, c'est arriver à maintenir la sécurité. Parce que pour les putschistes en griffe, ils avaient un défi sécuritaire, c'est-à-dire ils ont balayé Ibeka, mais il fallait sécuriser le pays parce qu'il y avait déjà la présence djihadiste. Donc là, est-ce que ça serait une cacophonie qui serait préjudiciable à l'État malien tout entier? Non. Donc le défi sécuritaire a été un tant soit peu relevé. Lorsque ça a été relevé, si je parle que ça a été relevé, donc c'est qu'il n'y avait pas eu chamboulement de l'espace sécuritaire. Donc ils ont su garder l'existant, le nord occupé par les djihadistes, mais les autres parties où la sécurité ou bien le contrôle de l'armée s'est toujours fait ressentir. Maintenant, si nous venons même à la composition du gouvernement, c'est vrai. Donc, il y a plusieurs hommes en treillis qui ont pris des postes, pas seulement des postes, mais des postes de responsabilité. Donc, c'est là où le second développement rejoint le premier pour dire qu'il va falloir maîtriser les choses. Maintenant, la troisième marche d'escalier, c'est de se poser la question, est-ce que ces hommes, ou bien même s'ils ont leur candidat, ou bien s'ils ont leur chef, est-ce que le chef va vouloir démissionner de l'armée pour se positionner comme candidat pour aller à la présidentielle? Est-ce que les acteurs politiques maliens vont facilement accepter cela? Ce qui va se passer avant le 27 avril, donc tous les acteurs politiques du Mali vont se retrouver. Donc ils ont cette obligation de discuter entre eux des conditions même d'organisation de ces élections-là. Donc, ils vont essayer de définir les règles. Est-ce que dans cette stratégie de définition des règles du jeu, est-ce que les civils, si je parle des civils, c'est les acteurs politiques ordinaires, est-ce qu'ils vont accepter que même en étant un ancien officier, avec cette possibilité de démissionner de l'armée, puisse se porter candidat? Donc, le débat sera posé. Mais l'intention, on peut déjà déceler l'intention de quelques hommes en treillis qui dirigent aujourd'hui le pays de ne pas partir de sitôt. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. Donc là, il y a cette envie de conservation du pouvoir, quel que soit le mode, disons, d'évolution de ce pouvoir. Il y a, vous savez, au niveau du gouvernorat, plusieurs gouverneurs ont été nommés, ce sont aussi des militaires. Ils vont jouer un rôle très important dans l'organisation de la prochaine présidentielle, surtout
Est-ce que tout cela aussi, c'est pas des signes qui montrent que ça ne va pas être une élection si ouverte que ça? Oui, vous savez, il y a un volet peut-être que nous feignons oublier. Vous savez, dans la charte ou dans la feuille donc, de route de la transition, avant même la transition, les putschistes évoquaient le fait que le gouvernement malien sous Ibeka était corrompu. C'était en fait ce qu'ils revendiquaient. Ils disaient que il faut à un moment donné balayer toutes les personnes là. La preuve, vous avez vu que après le putsch, ils ont gardé un certain nombre de ministres et de personnalités disant qu'ils vont quand même les mettre à la disposition de la justice. Donc, ils évoquaient également le problème de corruption. Aujourd'hui, c'est vrai que le défi sécuritaire, pour leur aider par du moins sur l'Union africaine, la CEDEAO, parce qu'il y a présent donc de plusieurs troupes d'autres pays sur la terre malienne. Mais ce défi-là est en passe d'être réglé. Et tout à l'heure, j'évoquais le fait donc qu'ils accusent d'une manière ou d'une autre la France de vouloir de ne pas tellement œuvrer à libérer donc le Nord et voulaient quand même l'intervention donc de la Russie comme on l'avait vu donc en Centrafrique et autres. Maintenant, le volet de sécurité étant relevé, il ne reste que ce volet de corruption parce qu'ils estimaient que c'est pourquoi à un moment donné vous avez vu qu'ils étaient tellement hésitants à partir parce qu'ils disent qu'ils sont fatigués à chaque fois d'intervenir donc d'écouter donc le mandat du président. Ouais. Et c'est du moins c'est la rengaine habituelle depuis Sanogo et tout ça. Ils avaient toujours évoqué le fait que le gouvernement est corrompu, que les gens, on a vu le fils de Ibeka qui marchait presque sur des billets et tout. Donc on a vu tout, ils voyaient tout cela et que pour eux, l'armée étant peut-être disciplinée, ils veulent peut-être assainir la gouvernance avant donc de remettre quand même le pouvoir. Mais ils ont été quelque peu contraints par la CEDEAO. Ils ont laissé, mais ils sont encore regardants. La preuve, le Mali étant peut-être une grande nation, ils ont quand même occupé tous les territoires où des militaires sont donc à divers postes tels que tu le parlais. Mais je me dis qu'il y a beaucoup qui vont rester, même après les élections, il y a beaucoup qui vont rester parce qu'ils revenaient au président qui sera issu donc des élections, il prendra au moins 1 ou 2 ans pour avoir donc la main, avant de savoir qui il faut changer. Donc, ces militaires auront quand même, ils ont encore donc du beau temps donc, devant eux, mais on verra peut-être au niveau de la présidentielle, parce que je ne vois pas un certain le capitaine Assimi Goïta peut-être démissionner à quelques heures donc de la présidentielle et revenir. Peut-être ce sera mal vu. Mais au sein donc de l'équipe, il y a d'autres personnes qui peuvent revenir. Pour l'instant, vous verrez que c'est juste Goïta qui est devant. Vous voyez, donc les autres, peut-être que c'est une stratégie. Au moment venu, et quelqu'un peut-être peut démissionner et puis il prend donc là le manteau de civil pour se positionner et du moins s'il gagne donc la magistrature suprême, il va toujours faire les yeux doux à ses amis donc du camp et puis reprenons la situation. Ce qui sera également intéressant de mes questions avec cette élection qui s'annonce, c'est qu'elles vont être très ouvertes puisque vous n'avez plus Ibeka et vous n'avez plus Soumaïla Cissé, oui. Donc une nouvelle classe politique va aller compétir. Oui, une nouvelle classe politique, mais la nouvelle classe politique fait partie aussi de l'ancienne parce que, à part les 2 pivots, les 2 anciens, feu Soumaïla Cissé et l'ancien président Ibeka qui ne seront plus de la course, ça permettra à une nouvelle génération disons de politique de s'exprimer et puis d'aller au concret, de vendre des projets de société qui puissent disons ramener la paix, la confiance entre les fils de ce pays. Je voudrais, si vous permettez, nuancer. C'est vrai, les autorités militaires de la transition avaient soulevé le problème de la corruption. Donc vous savez, ils étaient venus et je donne l'image là. Lorsque vous allez dans un hôtel, vous voulez séjourner dans un hôtel, vous insistez à ce que le lit soit bien dressé, que ça soit propre.
même si on vous fait visiter les chambres, vous trouvez toujours quelque chose, un sujet. Le sujet de la corruption. Mais la corruption du côté du Mali n'est pas que côté civil. La corruption également, des vecteurs même de la corruption proviennent des corps habillés. Donc maintenant qu'ils ont dit que ça sera un de leurs point fort, mais qu'est-ce qu'ils ont fait depuis la prise de pouvoir jusqu'à aujourd'hui en luttant contre cette corruption-là? Donc, c'est-à-dire, ce sont des langages politiques pour essayer d'amadouer les gens, d'avoir, disons, leur plein assentiment pour pouvoir dérouler leur tapis. Je ne voudrais pas aller vite en besogne en disant qu'il serait probable que avant, en quelques semaines du 27 avril 2022, qu'on nous dise que... du 27 février 2022, qu'on nous dise qu'un ancien corps habillé est candidat. Donc, il faudrait qu'on se prépare à toute... même si ce n'est pas Goïta ou bien Kota. Donc là, il y a l'armée ou bien ceux qui ont fait le putsch voudront, après... et la présidentielle avoir toujours, disons, des postes clés. La pause, et on revient dans une dizaine de minutes pour continuer cette émission.